Comment cette machine est-elle devenue une des armes les plus dangereuses de la planète? Les Allemands étaient convaincus d'avoir conçu le Saint Graal de la cryptographie. Est-ce réellement un hélicoptère que l'on voit sur une ancienne porte égyptienne? Ces formes nous semblent familières, mais elles sont vieilles de milliers d'années. Cet artefact, vieux de 800 ans, recouvert d'écritures mystérieuses, peut-il vraiment prédire l'avenir? Je suis le protecteur de faits mystérieux et étranges, le révélateur des secrets. Tous ces objets sont aussi curieux que remarquables. Ils sont cachés dans des musées, des laboratoires ou des réserves. Mais aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de les étudier de manière totalement inédite. Désormais, nous pouvons les reconstruire, les démonter, les examiner et mettre au jour leurs caractéristiques les plus extraordinaires, les plus anciennes et les plus étranges. Cet appareil, fabriqué il y a 80 ans, ressemble à une machine à écrire placée dans un coffre en bois. Pourtant, c'est l'une des armes secrètes les plus brillantes jamais conçues. Cet appareil, c'est une machine de chiffrement extrêmement puissante. Grâce aux technologies numériques actuelles, nous pouvons lui redonner son aspect originel. Et étudier ces intrigants mécanismes comme jamais cela n'a été fait. Voici la machine Enigma. Mesurant 15 cm de haut et 30 cm de large, elle cache en son cœur un réseau complexe de fils reliant ses touches à des rotors. Ceux-ci peuvent offrir toute une série de combinaisons possibles. Cette technologie révolutionnaire est le fruit de milliers d'années de cryptage et décryptage. C'est une machine dont le code est réputé pour être inviolable. Le nombre de possibilités est de l'ordre du trilliard. Ça veut dire que si chaque combinaison prenait 1 seconde à vérifier, on en aurait pour 3 fois l'âge de l'univers pour déchiffrer le code. Comment fonctionne-t-elle? Pourquoi n'est-elle plus utilisée? Que représente réellement la machine Enigma? Au premier coup d'œil, elle n'a rien d'exceptionnel. Mais l'habit ne fait pas le moine. Ce petit appareil qui ne paie pas de mine était la botte secrète des nazis. C'est le résultat d'une réflexion menée depuis plusieurs milliers d'années. Enigma produit des messages cryptés. Cette méthode ancienne chiffre et dissimule une information pour l'empêcher d'être lue. Les messages codés étaient déjà répandus il y a 2500 ans. Utilisé par les Spartes, la citale est un bâton de bois apparu en 400 avant notre ère. Ils enroulaient le long d'un bâton une bande de tissu et écrivaient leur message à l'horizontale. Quand on déroulait la bande, on ne voyait qu'une colonne de lettres. Mais la citale présente un défaut. Si on possédait un bâton de la même taille, il suffisait d'enrouler de nouveau le tissu pour lire la missive. La protection de messages codés est un éternel combat. On en arrive à un point dans cette lutte où, d'un côté, on s'évertue à développer des systèmes de cryptage de plus en plus sophistiqués. Et de l'autre, on recherche des mécanismes de déchiffrement de plus en plus efficaces pour comprendre ces codes. 500 ans après les Spartes, Jules César utilise le chiffrement par décalage. Toutes les lettres contenues dans le message sont décalées du même nombre de lettres dans l'alphabet. Si on décale de 5, tous les A deviennent des E, les B des F, etc. Mais cette méthode présente aussi un défaut. La distance est fixe. Une fois déterminé le nombre de décalages utilisés,
les ennemis peuvent déchiffrer le message. Pendant 2000 ans, la bataille fait rage entre crypteurs et décrypteurs. Puis, dans les années 20, apparaît pour la première fois cet appareil original et complexe. Les Allemands étaient absolument convaincus d'avoir conçu le Saint Graal de la cryptographie. Leur code était indéchiffrable. La clé de son succès tient de sa facilité de fonctionnement. Au-dessus du clavier, il y a un tableau d'ampoule avec les lettres de l'alphabet. Quand on appuie sur une touche du clavier, une ampoule avec une lettre différente s'allume. À l'intérieur de la machine, chaque lettre est reliée électroniquement au tableau d'ampoule grâce à 3 rotors. Au sein de chaque rotor, une série de petits fils transpose une lettre en une autre. Le circuit passe par un rotor avant que l'ampoule ne s'allume. L'originalité d'Enigma réside dans le fait que chaque fois qu'une lettre est pressée, le premier rotor avance d'un cran. Quand 26 lettres ont été pressées, le deuxième rotor passe au cran suivant et le mécanisme se répète. Au fur et à mesure que les rotors tournent, le code devient aléatoire. Si j'appuie sur A, je peux avoir un Q. En pressant une nouvelle fois, j'obtiens un S, puis un T. Le schéma aléatoire que suivent ces lettres rend le code très difficile à déchiffrer. Un tableau de connexion situé à l'avant de la machine complexifie davantage les correspondances. Même si le système paraît élaboré, le décryptage des messages est on ne peut plus simple. Il suffit d'avoir une autre machine Enigma paramétrée de la même manière. Il fallait simplement retaper le message dans une autre machine. Le texte originel apparaissait sur les ampoules et les opérateurs déchiffraient une lettre à la fois avant de transmettre à leur supérieur le message codé. C'est le système de cryptage le plus brillant jamais inventé. Les Allemands le croient indéchiffrable. Pourquoi se sont-ils donné tous mal ? Des méthodes de chiffrement trop simples leur ont coûté la victoire lors de la Première Guerre mondiale. En janvier 1917, le ministre des Affaires étrangères allemand, Arthur Zimmermann, envoie un télégramme chiffré à l'ambassade allemande au Mexique. Le télégramme contient une proposition au gouvernement mexicain de joindre les forces allemandes tant que c'est possible. Certains de leurs futures victoires, ils promettent en échange au Mexique l'État du Nouveau-Mexique et d'autres territoires des États-Unis. Mais des cryptanalystes britanniques interceptent le message. Les Allemands l'ignorent, mais le code utilisé est déjà décrypté. Les Anglais transmettent le message aux Américains. Furieux, les États-Unis entrent en guerre, aux grandes dames de l'Allemagne. C'est un véritable échec des renseignements et une catastrophe diplomatique pour les Allemands. Alors que la guerre touche à sa fin, ils redoublent d'efforts pour concevoir un nouveau mécanisme de chiffrement. Et c'est là qu'est créé Enigma. Les premiers à repérer l'arrivée d'Enigma sont les renseignements polonais. Ils surveillent attentivement l'Allemagne, et à raison. Le traité de Versailles a redessiné la Pologne. Une partie du pays a été récupérée de l'ancien empire allemand. La Pologne possède un territoire que beaucoup d'Allemands considèrent encore comme le leur. Mais 8 ans après la fin de la guerre, la surveillance polonaise se heurte à un obstacle. Soudain, en 1926, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne parviennent plus à déchiffrer les codes utilisés par les Allemands. Enigma a été fabriqué. Pendant 2 ans, les Polonais ne sont pas en mesure de comprendre les échanges allemands. En 1928, ils trouvent enfin une solution. À la douane de Varsovie, un paquet arrive sur lequel est inscrit « pièce de radio ».
Ils reçoivent un coup de téléphone paniqué de la part des Allemands qui parlent d'une erreur et demandent à ce que le paquet soit renvoyé. C'est cette impression d'urgence qui fait comprendre aux Polonais que ce qu'ils ont entre les mains est bien plus important qu'une simple radio. Le paquet contient une version commerciale d'Enigma. Cette erreur leur donne enfin l'occasion d'observer les mécanismes de cette machine de chiffrement qu'ils peinaient à comprendre jusqu'à présent. Mais peuvent-ils vraiment déchiffrer le code? En 1932, à l'aide de la machine interceptée et de données volées, le mathématicien Marian Rejewski parvient à comprendre le fonctionnement des machines militaires. Les Polonais peuvent de nouveau surveiller les transmissions allemandes. Mais leur cible est changeante. Enigma évolue. Les Allemands continuent à développer leurs machines. Ils ajoutent de nouveaux rotors et modifient les circuits. Ils complexifient le code et le rendent de plus en plus difficile à décrypter. De son côté, Marian Rejewski conçoit sa propre machine pour lutter contre Enigma. Il l'appelle la bombe cryptographique, ou bomba en polonais. Il la fabrique à partir de pièces qui ressemblent, selon ses recherches, à la véritable Enigma. Cet appareil, avec le temps, réussit à reproduire les configurations possibles produites par Enigma. Cette méthode de test de combinaison n'est pas inconnue des hackers. L'attaque par force brute, utilisée régulièrement en informatique, consiste à essayer toutes les combinaisons de mots de passe possibles. De la même façon, il teste avec Enigma toutes les positions possibles des rotors. Mais en septembre 1939, Rejewski doit couper court à son travail. Hitler envahit la Pologne. Les cryptanalystes polonais parviennent à s'enfuir. Ils partagent une grande partie de leurs recherches ainsi que leur équipement avec les occupants de Bletchley Park, qui devient le lieu de retranchement des experts anglais. Les Allemands continuent de développer Enigma. La machine gagne en complexité. Les Britanniques ne réussissent pas à déchiffrer le code assez vite pour qu'il leur soit utile. Pendant ce temps-là, les sous-marins allemands déciment les navires de ravitaillement des Alliés en provenance d'Amérique. Les Allemands ont sans aucun doute l'avantage. Ils ont l'arme idéale pour arrêter ces convois et briser la ligne de ravitaillement. Les Unterseeboot, les sous-marins, sont des ennemis invisibles, indestructibles et mortels. Les Alliés doivent déchiffrer les messages codés envoyés aux sous-marins avant que la ligne de ravitaillement de l'Atlantique ne soit coupée et la guerre perdue. Un homme pense avoir trouvé un moyen. Alan Turing est l'un des plus grands génies mathématiques de l'époque. C'est un diplômé de Cambridge, un homme à la fois très brillant et fantasque. C'est sur lui que retombe la responsabilité de déchiffrer le code Enigma. Turing développe un impressionnant calculateur à partir de la bomba polonaise. C'est une machine de décodage absolument incroyable, dotée de tambours rotatifs et de kilomètres de fil, capable de simuler un nombre extraordinaire de combinaisons comparé à un être humain. Turing a pourtant conscience que même sa propre bombe ne déchiffre pas assez rapidement. Il a l'idée brillante d'exploiter une faille majeure qu'il a repérée. Pas au sein de la machine, mais chez les opérateurs. L'erreur humaine, c'était d'envoyer des messages prévisibles. La transmission la plus courante était un bulletin météo. On pouvait chaque fois y repérer un mot récurrent, en l'occurrence « Wetter », le terme allemand pour météo. Ces mots connus ou probables sont baptisés Cribs, qui signifie anti-sèche. Turing les combine à une deuxième faille.
Elle se situe au cœur même de la machine Enigma, réputée pour être indéchiffrable. On ne peut pas substituer une lettre par la même lettre. Quand on appuie sur la lettre A, le signal passe à travers tout un circuit de fils. Il ne peut pas faire le chemin inverse et redevenir un A. Turing procède ensuite par élimination en se servant des crypts comme guide. Admettons que l'on cherche le mot météo. Si en parcourant le texte, on trouve un M suivi d'un E, on sait que ça ne peut pas être le mot qu'on cherche. Dès qu'on repère une faille, on peut s'y engouffrer et s'en servir pour décoder le reste. Cela permet aux bombes de Turing de diviser le nombre de possibilités à vérifier. Elles n'ont plus qu'à passer en revue les combinaisons restantes. Le code d'Enigma est cassé. Certains historiens affirment que son décryptage aura permis d'écourter la guerre de 2 ans. L'Allemagne n'a pas réussi à créer un code indéchiffrable. Mais Enigma symbolise le début d'une nouvelle ère. D'une certaine manière, cette compétition autour d'Enigma, entre les crypteurs et les décrypteurs, marque le point de départ de l'ère de l'information. C'est la première fois que le renseignement et l'accès au renseignement sont au cœur d'une opération militaire majeure. 80 ans plus tard, les leçons d'Enigma servent encore. À l'époque, l'armée allemande a ajouté plus de rotors pour complexifier Enigma. Les nouvelles technologies fonctionnent à l'identique. Les équivalents actuels seraient les clés de cryptage 128 ou 256 bits. À chaque nouveau bit, on multiplie par 2 le nombre de combinaisons à essayer. Le temps passé à déchiffrer lors d'une attaque de force brute est de plus en plus long. Même les ordinateurs les plus puissants du monde mettraient l'équivalent de l'âge de l'univers à déchiffrer un code. Mais comme l'a démontré Turing avec Enigma, il reste une faille que personne ne peut corriger. L'homme. Il suffit qu'un de vos collègues clique sur un lien douteux et entre son mot de passe pour que des hackers aient accès à la totalité du réseau. C'est l'être humain, l'élément indissociable de l'équation, qui est responsable du déchiffrement. L'incroyable machine Enigma et la lutte acharnée pour en comprendre le fonctionnement nous sont encore utiles aujourd'hui. Même si les ordinateurs sont légèrement plus rapides. Voici la ville antique d'Abydos en Égypte, à 400 km au sud du Caire. Dans les ruines de ce temple de 3 milliers d'années consacré à Osiris, se cache un linteau de porte en pierre. À sa surface, une gravure improbable. Un hélicoptère. Pourquoi? Grâce aux dernières technologies de modélisation, on peut reconstruire cet étrange objet dans ses moindres détails. Le linteau fait environ 2 mètres de long et 50 cm de haut. Sa surface en grès est gravée de hiéroglyphes célébrant le règne du pharaon Séti Ier. Mais au milieu de ces symboles, semble se distinguer un hélicoptère militaire, doté de pales et d'une queue. Encore plus étrange, ce n'est pas un cas isolé. À 100 km de là, dans le temple de Hathor, une gravure ressemble étrangement à une ampoule électrique, avec un globe en verre, un filament et un câble électrique. Un grand nombre de théories considèrent qu'il s'agit réellement de technologies modernes. On retrouve régulièrement l'Égypte antique au cœur de théories farfelues qui attribuent l'origine de ces hiéroglyphes à des êtres mystérieux. Les extraterrestres et les voyages dans le temps figurent parmi ces histoires saugrenues. Mais malgré les apparences, les historiens sont formels.
Ces symboles ne représentent pas des appareils modernes. Ces formes nous semblent familières à nous, spectateurs du XXIe siècle. Mais elles sont pourtant vieilles de milliers d'années. Il reste donc à se demander ce qu'elles peuvent bien représenter. Que signifient donc ces étranges hiéroglyphes? Qui les a gravés? Comment la représentation d'un hélicoptère s'est-elle retrouvée dans un temple vieux de 3000 ans? Ce bâtiment était le temple funéraire du pharaon Séti Ier. Même s'il ne fait pas partie des figures connues du monde entier comme Toutankhamon, il a accompli de grandes choses et est parvenu à stabiliser le pays après une période compliquée de division. Il a remporté un grand nombre de victoires militaires qu'il a fait graver dans ses temples à travers le pays. Malgré ces hiéroglyphes, les historiens sont certains que l'hélicoptère ne faisait pas partie des armes de choix de Séti Ier. Le problème, c'est qu'il est impossible de dessiner un hélicoptère sans jamais en avoir vu. Pour faire décoller un hélicoptère, certaines innovations sont nécessaires. Il faut comprendre le mouvement de l'air pour construire le rotor et avoir une source d'énergie assez puissante. On doit aussi avoir une certaine notion de pilotage. D'autres technologies essentielles, comme l'ingénierie de structures métalliques ou la fabrication de lubrifiants, brillent par leur absence dans les reliques égyptiennes. L'ampoule soulève les mêmes questions. Son existence implique celle de l'électricité et la compétence pour fabriquer des câbles. Pour créer l'ampoule, il faut également savoir souffler du verre. Cet aspect pose problème. À l'époque de l'Égypte antique, on ne soufflait pas le verre. C'est une technique qui a été inventée par les Romains. L'hypothèse qu'il s'agisse d'un hélicoptère et d'une ampoule ne colle pas. J'étudie l'Égypte antique depuis des années. Même si on a envie d'y voir un hélicoptère et une ampoule, je peux vous assurer que ce qu'on voit dans les temples d'Osiris et de Hathor, ce ne sont ni l'un ni l'autre de ces objets. Mais si ce n'est pas ça, que peuvent-ils bien représenter? Pour résoudre ce mystère, il faut se plonger dans le monde impitoyable des pharaons. La gravure de ce prétendu hélicoptère se trouve dans le temple d'Osiris à Abydos. C'est le temple funéraire du pharaon Séti Ier, l'endroit où toute la vie du pharaon est immortalisée et gravée dans la pierre avec le plus de détails possible. Les hiéroglyphes représentent Séti en puissant roi conquérant. L'hélicoptère se situe au début des gravures. Cela signifie « Voici celui par qui les oiseaux renaissent et qui soumet les 9 arcs avec son épée ». Les 9 arcs étaient l'expression utilisée pour parler des ennemis de l'Égypte. Cette description des exploits de Séti est censée demeurer pour l'éternité. Mais Séti finit par mourir. Son fils, Ramsès II, arrive sur le trône. Ramsès II, dit le Grand, est un pharaon marquant du Nouvel Empire. Et à cette période-là, il est tout-puissant. Mais le talent incontesté de Ramsès va de pair avec un ego démesuré. L'épreuve des exploits de son père serait plus intéressante avec son nom à la place. Ramsès II décide de combler le nom de son père avec du plâtre et de faire écrire son propre nom par-dessus. Sur le linteau, ce n'est plus Séti qui a écrasé les ennemis du pays. C'est Ramsès. Mais les ajouts du fils n'ont pas bien vécu le passage des années. Du plâtre s'est détaché d'un des hiéroglyphes. Ce que l'on voit aujourd'hui dans le temple
est un hiéroglyphe gravé sur un autre. On croit voir un hélicoptère, mais distincts l'un de l'autre, et ils sont très différents. Cette gravure troublante a une origine humaine. Ces symboles ne sont pas des représentations de technologies de pointe des années avant leur apparition, ou d'extraterrestres venus construire des pyramides. Ils sont au contraire des manifestations de l'ego des pharaons. Voilà un mystère de résolu. Mais la gravure du temple de Hathor est dans sa condition originelle, sans aucune retouche apportée après sa réalisation. Si ce n'est pas une ampoule, que cela peut-il bien représenter? Les égyptologues pensent avoir la réponse. Ce n'est pas leur première fois. À l'époque, les Égyptiens de la haute société pouvaient, devant ces images, comprendre immédiatement de quoi il s'agissait. Ce symbole est un motif traditionnel et central de la religion de l'Égypte antique. Le filament est en réalité un serpent qui représente probablement le dieu Atum. Le plot serait une fleur de lotus, symbole de résurrection. Ce que l'on voit comme un globe de verre semble être simplement un dôme d'air, le ciel. En dessous, on distingue une forme qui ressemble à un câble. Elle représente en fait une barque qui conduit le soleil de part et d'autre du ciel. Si l'on mélange tous ces éléments, on se rend compte que, surprise, cette gravure ne représente pas une ampoule et surtout qu'elle nous en dit beaucoup sur la religion de l'Égypte antique. Comment expliquer que nous arrivons à nous convaincre de voir des choses qui n'existent pas? Cela ne se limite pas seulement aux reliques égyptiennes. Nous voyons des formes étranges partout. Comme le visage de Jésus sur une tartine grillée, des silhouettes dans des roches, ou des canards dans le ciel, et même un visage à la surface de Mars. En 1976, la sonde spatiale Viking de la NASA renvoie un cliché surprenant du sol martien. On y aperçoit un visage humain. Pour certains, c'est la preuve d'une civilisation disparue. Mais quand la NASA déploie de meilleurs appareils de prise de vue, le visage s'avère être un simple monticule de rochers. Notre œil ne peut pas s'empêcher de voir des formes qui ne sont pas réelles. Pourquoi? Pour en savoir plus, des chercheurs ont utilisé la magnétoencéphalographie afin de mesurer l'activité électromagnétique du cerveau. Ils ont découvert qu'on identifiait ces images avant même d'avoir compris ce que l'on regardait. On reconnaît donc le visage avant de voir la tartine. Ou l'hélicoptère avant la gravure ancienne. Ce phénomène qui nous fait reconnaître une forme familière qui n'existe pas s'appelle la pareidolie. La pareidolie est la capacité du cerveau à distinguer des schémas connus et familiers. Mais elle peut aussi lui jouer des tours et lui faire voir des choses qui n'existent pas réellement. C'est pourtant cet étrange phénomène qui nous permet de rester en vie. Il y a là-dedans un peu d'instinct de survie. Si on aperçoit une silhouette ou une ombre étrange au milieu de feuillage et que l'on se dit que c'est un tigre, on fuit. Si on se trompe dans cette interprétation, on n'aura pas perdu grand-chose. Mais si c'est réellement un tigre et que l'on n'a pas fui, on est mort. La pareidolie repose sur la distinction de formes familières. Cela explique beaucoup. On n'avait jamais remarqué la gravure du temple de Hathor avant l'invention de la lumière électrique en 1878. Ce n'est qu'après que les visiteurs ont vu la ressemblance. Cela explique aussi pourquoi personne n'avait remarqué l'hélicoptère avant les années 80.
Peut-être que nous verrons un jour d'autres éléments encore plus extraordinaires dans ces hiéroglyphes. C'est simplement qu'ils n'ont pas encore été inventés. À l'intérieur d'une vitrine du British Museum, on trouve un mystérieux mécanisme en métal recouvert de proverbes étranges. Je suis le révélateur des secrets, le protecteur de trésors de sagesse, de faits mystérieux et étranges. Voici une machine du passé, créée pour prédire l'avenir. Grâce aux dernières technologies de modélisation, nous pouvons étudier cet appareil avec une minutie sans égale. C'est un instrument de géomancie. De toutes les civilisations, pas un seul objet ne se rapproche de près ou de loin de cet outil. Aucun livre ou manuscrit n'en fait mention. D'une beauté remarquable, il fait 2 fois la taille d'un iPad. C'est une plaque de métal incrustée d'or et d'argent. Cet outil détaillé est composé de curseurs, de cadrans et recouvert d'écritures arabes. Cet instrument incroyable a presque 800 ans. Il renferme la clé de mystère oubliée avec le temps. Quel secret peut-il bien renfermer? Comment fonctionne-t-il? À quoi sert-il réellement? Sur la face avant, une inscription en arabe décrit l'objet. C'est une énigme. Celui qui possède l'éloquence est celui qui parle en silence. Dans ma parole se manifestent les peurs et les désirs. Les sages dissimulent leurs pensées secrètes, et moi, je les révèle. Que cela signifie-t-il? Certaines inscriptions sont cryptiques, mais d'autres éléments présents à l'avant de l'instrument nous en disent un peu plus. Sur les cadrans de l'outil, on observe des figures de points. Elles correspondent au même genre de configuration que l'on peut voir dans des livres de divination. Ces schémas de points apparaissent déjà dans des textes du XIIe siècle en Espagne, Afrique et Angleterre. Tous concernent la pratique ancestrale de la géomancie. L'art de la géomancie consiste à lire l'avenir à partir de la forme que prennent des objets jetés sur le sol. Il s'agit donc d'un instrument qui prédit l'avenir. Mais comment fonctionne-t-il? L'étymologie du mot géomancie vient du grec, de géo, la terre, et mantia, la divination. La géomancie est en effet une forme de divination qui est l'art de prédire l'avenir à partir d'objets ou de phénomènes naturels. La divination a toujours été pratiquée à travers le monde. Avec les années, on a créé des méthodes de plus en plus élaborées pour découvrir ce que nous réservait l'avenir. Il existe la pyromancie, l'art d'observer le mouvement des flammes pour lire l'avenir. L'hydromancie, l'art d'étudier le comportement de l'eau. Ou même la cristallomancie, qui est l'art de voir le futur dans les boules de cristal. La géomancie utilise le sable ou la terre dans ce même but. La géomancie était pratiquée à travers la totalité du monde islamique. On appelait ça ilm al-ramil, qui signifiait la connaissance du sable. Et on l'utilisait pour prédire l'avenir. Avec le développement de l'islam, l'art de la géomancie atteint les frontières européennes. Richard II possède un ouvrage sur la question. Et il n'est pas le seul. Les bibliothèques de plusieurs monarques européens contiennent des livres de géomancie. Le contexte politique était assez instable. Tous voulaient connaître ce que l'avenir leur réservait, à eux et à leur royaume. Et pour connaître le futur des territoires, quoi de mieux que d'inclure la terre dans la pratique? La géomancie de base peut être pratiquée par tout le monde. Des princes aux mendiants.
La première étape est le lancer. Tout en gardant en tête la question que l'on se pose, on obtient une série de tas qui semblent placés aléatoirement. Après chaque lancer, on additionne le nombre de tas produits. Si le nombre est impair, on dessine un point. Si le nombre est pair, on dessine 2 points. Il faut 4 lancers pour obtenir une figure géomantique, que l'on appelle une mer. Chaque rang contient 1 ou 2 points. On répète ensuite tout ce processus 3 fois. Et on obtient 4 figures mères. C'est un peu comme le système binaire, mais on se sert de chiffres pairs et impairs. On continue avec ces calculs pour générer au fur et à mesure d'autres figures. Avec le nombre de points de la première ligne des mères, on forme une fille. Chaque rang de points de mère forme une nouvelle fille, pour un total de 4 figures. Avec chaque paire de mères et de filles, on crée ensuite les nièces. On additionne la totalité de chaque rang. Si c'est pair, on trace 2 points. Si c'est impair, on trace 1 point. On obtient 16 figures. Voilà ce qu'on appelle un graphe. La mission du géomancien est ensuite de prédire l'avenir en l'interprétant. La réalisation du graphe repose sur des mathématiques qui paraissent bien plus compliquées qu'elles ne le sont réellement. Et c'est peut-être intentionnel. 16 fois 16 fois 16 fois 16 correspond à 65 536 combinaisons différentes. Ce calcul paraît beaucoup trop important pour un outil inventé 700 ans avant le premier ordinateur. Comment fonctionne l'instrument de géomancie? La réponse se trouve au dos de sa façade enluminée. Les boutons et les cadrans du mécanisme y sont parfaitement visibles. Mais une chose saute aux yeux. Ils ne sont pas reliés les uns aux autres. La rotation d'un cadran n'a aucun effet sur son voisin. Quelque part, cet instrument de géomancie n'a rien d'un instrument. Il n'est composé que de cadrans et de boutons indépendants les uns des autres, qui ne servent que d'aide-mémoire. Cet instrument ne sert pas à prédire l'avenir. Il permet simplement d'éviter de tracer des points après le lancer. Et cela n'a pas d'importance, puisque c'est l'interprétation du graphe qui compte. La lecture n'est jamais la même. Il existe des milliers d'ouvrages qui expliquent comment interpréter chaque combinaison possible. Le géomancien fait sa prédiction à partir de figures. Le problème, c'est que même si cette méthode semble se baser sur des calculs très rigoureux, elle ne fait que générer 65 536 nombres au hasard avant de leur attribuer une signification bien plus importante. Toutes ces combinaisons permettent de réaliser un grand nombre d'interprétations. Mais on peut leur faire dire ce que l'on veut. Cet instrument permet seulement de pratiquer la géomancie sans se salir les mains. C'est d'ailleurs inscrit dessus. Sur cette surface, j'ai posé mon visage. En toute humilité, elle servira de substitut au sol. Voici donc l'accessoire dernier cri pour tout géomancien qui se respecte. Le seul qui existe au monde. D'où vient cet appareil extraordinaire et unique? Qui l'a conçu? L'inventeur a signé de son nom l'instrument de géomancie. Il s'agit de Mohamed ibn Routluk al-Masili. La ville d'où il vient est dans son nom. Son nom signifie Mohamed, fils de Routluk, de la ville de Massili, que l'on appelle aujourd'hui Mossoul, dans ce qui est devenu l'Irak. Au XIIIe siècle, Mossoul est l'une des villes les plus importantes du monde islamique. C'est une capitale économique reliée à la route de la soie, qui vit du commerce et abrite de nombreux intellectuels. C'est typiquement l'endroit où des artisans comme Mohamed ibn Routluk s'établissent. Au Moyen-Âge, Mossoul est réputé pour sa technique d'incrustation d'un métal dans un autre. C'est celle-ci qui a été utilisée pour l'instrument de géomancie.
C'est un outil très complexe qui a été fabriqué à partir de différents métaux. Il est évident que son fabricant était un professionnel. Mosul était l'endroit idéal pour cet artisanat. Pourquoi choisir de fabriquer un instrument de géomancie plutôt qu'un énième vase décoratif? Cet appareil a pour vocation d'attirer l'œil. Il tente d'élever la géomancie et de lui donner le statut de science sérieuse et légitime. Ce n'est pas étonnant. C'est à cette époque que la science connaît un essor considérable dans le monde arabe. Du 8e au 13e siècle, le monde islamique connaît son âge d'or. C'est l'époque du califat abbasside de Bagdad et de la création de la Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse, aussi appelée Grande Bibliothèque. La bibliothèque renferme des traductions d'ouvrages classiques de l'Antiquité. C'est également un véritable creuset intellectuel en matière de sciences, d'ingénierie ou de médecine. Ce lieu leur a permis de développer leur connaissance du monde naturel, de faire des observations et des expériences. Il a été à l'origine de nombreuses inventions. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premières seringues, les forceps, les techniques de chirurgie de la cataracte. On note aussi de nombreuses avancées en matière d'astronomie. Les mathématiques évoluent, avec l'utilisation du séparateur décimal et des fractions complexes. On fait également de nouvelles découvertes en algèbre. Le terme algèbre vient de l'arabe. L'étymologie d'algorithme, que l'on utilise fréquemment, est également arabe. Tous ces concepts se sont développés pendant l'âge d'or de l'islam. C'est dans ce contexte qu'est créé l'instrument de géomancie. Mais si la géomancie était si populaire dans le monde arabe, pourquoi n'existe-t-il qu'un seul instrument? La réponse se trouve dans sa date de fabrication. On peut voir gravé sur sa surface l'année 639, qui correspond à 1242 dans le calendrier chrétien. À peine 16 ans plus tard, en 1258, l'âge d'or de l'islam prend fin. Ils n'ont pas pu se remettre de l'invasion à l'est de l'Empire mongol. Les hordes de Mongols, menées par le petit-fils de Genghis Khan, réduisent le savoir de Bagdad à néant. Les mosquées sont détruites, les hôpitaux sont rasés. On raconte qu'ils jettent tellement de livres dans le fleuve que l'eau en devient noire d'encre. Cet instrument est donc fabriqué dans le dernier souffle de l'âge d'or de l'islam. Tout dans cet objet est extraordinaire. De son incroyable conception en passant par sa fonction ou son histoire. C'est un exemple de la créativité et de l'énergie foisonnante du monde islamique au Moyen-Âge. On regrette qu'il n'ait pas pu prédire l'invasion des Mongols qui a mis fin.